Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous corrigeons l'activité 2, l'origine des règles. Comme pour la première activité, je vais commencer par vous présenter un petit diaporama de rappel sur les organes de l'appareil reproducteur féminin ainsi que leurs fonctions. Et on commence tout de suite par ce schéma que vous aviez vous aussi sur votre activité, qui vous présente les organes principaux de l'appareil urogénital de la femme. Un petit point à souligner, c'est que contrairement à l'homme, chez la femme, l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur, bien qu'ils soient dans la même zone du corps, ne sont pas reliés. C'est-à-dire que le canal qui permet le déversement de l'urine chez la femme, ici l'urètre, n'est pas du tout, n'a pas de fonction reliée à la reproduction, comme ça peut être le cas chez l'homme. Donc voilà les organes principaux, le clitoris qui a une partie externe ici, qu'on peut voir sur cette autre image là, cet autre schéma, mais qui a surtout une partie interne très développée. Et bien sûr l'utérus, le vagin, les ovaires, qu'on peut retrouver sur une troisième vue, sur un troisième schéma. Donc on voit bien que les ovaires sont ici, maintenus à leur place par des ligaments. Ils sont posés contre le début, là, cette partie externe des trompes de Fallope, qui elles-mêmes mènent à l'utérus, qui est constitué d'une paroi relativement développée, composée du myomètre, c'est une partie musculeuse, donc il y a du muscle au niveau de l'utérus, et de l'endomètre, c'est la partie interne ici, qu'on va étudier plus au cours de l'activité, et cet utérus débouche sur le vagin. Je vais vous montrer quelques images de microscopie. Dans un premier temps, des images de la paroi de l'utérus. Donc, si on effectue une coupe transversale dans un utérus, qu'on l'observe au microscope optique, après bien sûr l'avoir coloré, hein, puisque l'utérus n'est pas de couleur rose violacée, on constate une organisation en replis, des replis de grande taille et aussi des petits replis sur ces grands replis qu'on voit un petit peu mieux au niveau de ce zoom. Ensuite, on peut aussi regarder en coupe un ovaire. Et ce qu'on va constater d'intéressant au niveau de la coupe de l'ovaire, eh bien, c'est qu'on peut y observer des ovules, donc de différentes tailles, à différents stades de maturité, on dit. Donc certains sont prêts à être expulsés et d'autres pas encore. Donc les voilà. De façon schématique, on peut le représenter comme ça. Donc les différents ovules à différents stades de maturité, jusqu'à être au stade de maturité avancée que l'on voit là, qui précède l'ovulation. Et enfin, une dernière vue microscopique, ou deux plutôt, donc l'ovule vu au microscope optique et au microscope électronique, donc un type de microscope qu'on n'a pas au collège, et qui donne une vision un peu plus en 3D, et où on peut faire le constat de la différence de taille importante entre l'ovule et le spermatozoïde, puisqu'ici on a un seul grand ovule sur lequel se trouvent trois tout petits spermatozoïdes. Donc comme pour l'homme, il faut que vous vous souveniez de ces différents organes et de leurs fonctions, qui est résumé dans le tableau là, et que je vous ai laissé le soin de lire et d'apprendre. Nous allons ensuite passer aux questions. Donc vous aviez ici un extrait d'un forum médical sur lequel une personne s'inquiétait d'avoir eu ses premières règles, ne sachant pas d'où ce sang provient. Et on a deux personnes qui lui répondent. Une première personne qui pense que ce sang vient de l'ovaire, que c'est parce que l'ovule est expulsé de l'ovaire pour se diriger dans les trompes de Fallope, qu'il y a une déchirure et que c'est ça qui provoque le saignement. Et une autre personne qui n'est pas d'accord, qui dit que le sang vient de l'utérus, que la paroi se construit et qu'au bout d'un moment elle se détruit et que ce serait ça qui produirait la perte de sang. Et donc la deuxième personne euh, est un peu dubitative et ne comprend pas pourquoi est-ce que l'utérus se détruirait. Ensuite, vous aviez 4 documents qui vous permettaient de valider ou d'invalider chacune de vos hypothèses. Donc on va regarder et décrire rapidement ces documents. Donc dans un premier temps, on a le document 1 qui montre l'ovulation en image, donc le moment où l'ovule est expulsé, et une deuxième partie où on vous dit que quelques heures après l'ovulation, la cicatrisation de l'ovaire a eu lieu. Donc dans un premier temps, on peut se dire que oui, l'ovule est expulsé, donc il doit y avoir une déchirure qui s'effectue au niveau de l'ovaire, et on parle même de cicatrisation, donc c'est qu'il y a eu une déchirure quand même importante. Mais première chose,
on vous dit que cette cicatrisation a lieu quelques heures après l'ovulation. Normalement, vous savez déjà tous et toutes que les règles, ça dure normalement quelques jours. Ça peut varier entre les différents individus, mais ça dure en moyenne quelques jours. Et d'ailleurs, le document 4 contient un calendrier des cycles menstruels d'une femme. On constate bien que chez cette femme, eh bien, les règles durent 4 ou 5 jours en moyenne. Donc, si la cicatrisation a lieu en quelques heures, pourquoi est-ce qu'il y aurait un saignement qui durerait 5 jours? Et surtout, l'ovulation, on l'a placée sur le calendrier aussi, elle a lieu ici, et les règles, par exemple au mois de mars, ont lieu 15 jours après, et c'est toujours le cas. Les règles ont toujours lieu à peu près une quinzaine de jours après l'ovulation. Donc, ça paraît difficile de relier cet événement d'ovulation, après lequel une cicatrisation s'effectue en seulement quelques heures, à l'événement des règles qui a lieu pendant 5 jours et 2 semaines après. Ensuite, on pouvait étudier le document 3, qui nous montre découpe d'une paroi utérine. Alors, je ne vais pas refaire l'explication sur la structure, je viens de la faire. On peut constater sur les 3 photos ensuite que la muqueuse utérine évolue au cours du mois. Le jour 1 de ce cycle, c'est le jour des règles. Donc 9 jours après les règles, la paroi est comme ça, 19 jours après, elle est comme ça, 26 jours après, elle est comme ça, et ensuite, on arrive bientôt à la fin du cycle, et donc il va à nouveau y avoir un événement de règles, et on va recommencer le cycle ici. On constate que du coup, au cours du cycle, la paroi utérine se développe, elle s'enrichit en ce qu'on appelle des glandes, qu'on voit là, elle se ramifie de plus en plus, elle contient aussi de plus en plus de vaisseaux sanguins, en violet un peu plus foncé, même si c'est pas évident de le voir. Et donc, cet événement d'épaississement de la paroi utérine, qui à un moment semble être détruite, puisqu'on repasse à nouveau à ce stade-là, ça fait un bon argument pour dire qu'effectivement, l'écoulement de sang pourrait venir de cette paroi utérine qui se détruit et dont les vaisseaux sanguins qui la composent vont pouvoir être sectionnés et du coup déverser un petit peu de sang. Alors je dis bien un petit peu, ça c'est aussi un petit point à savoir, c'est que même si la personne va avoir ses règles pendant plusieurs jours et que parfois on peut avoir l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sang qui est perdu, en fait, par rapport au sang qu'on a dans le corps humain, c'est pas grand chose qui est perdu. Et même si on récoltait tout le sang émis pendant les règles d'une personne, on arriverait plus ou moins à remplir un petit verre. Donc, ce n'est pas un petit verre d'eau, hein. Donc, c'est pas une quantité de sang énorme qui est perdue, mais tout de même, c'est du sang qui s'échappe de cette paroi utérine. Le document 2, il parlait simplement du vagin. Alors, ce n'était pas une hypothèse qui était faite au niveau du forum, mais je l'ai laissé pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient pu penser que le sang venait du vagin. Et en fait, le document vous dit que l'épaisseur du vagin ne change pas pendant le cycle et qu'il n'y a pas un nombre de vaisseaux sanguins qui varie non plus au cours du cycle, donc on élimine une hypothèse selon laquelle ce serait le vagin qui saignerait. Donc voici pour la question 2. Donc on valide l'hypothèse de Kaline, selon laquelle le sang viendrait de l'utérus qui se détruit à un moment durant le cycle menstruel. D'ailleurs, ce cycle menstruel, ici c'est un cycle d'une personne, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce cycle varie, c'est-à-dire qu'il ne dure pas toujours 28 jours. Là, on dirait qu'il dure à peu près 28 jours si on compte chez cette jeune fille. En fait, le cycle ne dure pas toujours 28 jours, les règles ne durent pas toujours 4 ou 5 jours. Tout ça, ça varie et les valeurs que vous pouvez voir sur ce document sont simplement indicatives, ce sont des valeurs moyennes. Document 5, on vous demandait de décrire l'évolution de la concentration d'œstrogène et de progestérone. Donc c'est cette partie-là du document qui nous intéresse dans un premier temps. Donc ça, je vous encourage à aller voir la correction écrite. Vous savez comment on décrit un graphique en utilisant les mots augmenter, diminuer et rester stable. Et bien sûr, on donne des valeurs. Les règles sont montrées par cette plage en jaune, là, ici et là. Et on est à la recherche de ce qui peut déclencher les règles.
Eh bien, sur le graphique, la chose qui se passe très peu de temps avant le début des règles, c'est la diminution de la quantité de progestérone. Donc on peut penser que le moment où il y a de moins en moins de cette hormone appelée progestérone dans le corps, eh bien c'est le moment c'est ça qui va déclencher le commencement des règles. Et enfin, on arrive à la dernière question qui est quel événement pourrait être contrôlé par les gonadostimuline et les œstrogènes et comment cet événement pourrait-il être déclenché? Eh bien, tout simplement, les gonadostimulines, si on se rappelle de l'activité 1, on sait que ce sont LH et FSH, d'ailleurs c'est remarqué ici, hein, et les œstrogènes sont ici. On constate qu'il y a une augmentation de la quantité de ces trois substances à peu près en même temps. D'ailleurs, je vous ai même mis des pointillés tout le long pour que vous vous en rendiez compte plus facilement. Et ce qui semble se passer à ce moment-là, eh bien, c'est ce qu'on voit sur l'image ici, l'expulsion d'un ovule de l'ovaire appelé ovulation. Donc en fait, ce sont bien l'augmentation de ces substances qui est à l'origine de l'ovulation. Pour bien comprendre ça, je vous montre un dernier schéma qui va se rapprocher de ce que vous avez déjà appris sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin, mais donc de la même manière, la partie du cerveau appelée hypophyse, une glande donc, produit des hormones LH et FSH. Chez la femme, elles sont produites de façon cyclique. Cette quantité change au cours du mois et c'est ce que vous avez pu voir sur le graphique qu'on vient de regarder dans le document 5. Il y a une production qui est maximale juste avant, au moment de l'ovulation. Ces hormones produites voyagent dans le sang et elles vont jusqu'aux ovaires et c'est là qu'elles stimulent la production d'ovules. Alors, la production d'ailleurs c'est un peu inexact, c'est plutôt la maturation des ovules et, donc lorsqu'ils sont matures, leur expulsion vers les trompes de Fallope. Et donc tout comme chez l'homme, eh bien chez la femme également, on a le cerveau qui contrôle les organes reproducteurs au moyen d'hormones. Et je terminerai simplement sur un document présentant le cycle menstruel. Donc, il est représenté par ce schéma. Donc, on compte à partir du jour 1 qui est le jour des règles, qui dure en moyenne 5 jours, bien que je viens de vous dire que ce n'est pas forcément 5 jours. D'ailleurs, sur ce document, on dit de 3 à 6 jours. Même ça, c'est pas tout à fait vrai. Ça peut durer un peu moins chez certaines personnes et un peu plus chez d'autres. Ensuite, il y a une période durant laquelle l'utérus développe sa paroi utérine. Au début, bien sûr, elle est peu développée. Elle va être plus développée dans la deuxième partie du cycle. Et la zone en bleu, c'est la zone où se produit en moyenne, généralement, l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion d'un ovule par un des deux ovaires. Un autre point important qui est différent entre l'appareil reproducteur féminin et l'appareil reproducteur masculin, c'est que chez la femme, ces cycles ont lieu de la puberté à ce qu'on appelle la ménopause, c'est-à-dire qu'à un moment dans la vie de la femme, il y a de moins en moins d'hormones qui sont produites et la production, la maturation d'ovules et l'épaississement de la paroi utérine ne se produit plus et à ce moment-là, la femme n'est plus capable de concevoir un enfant. Et ça, c'est différent du cas de l'appareil masculin qui, lui, ne fonctionne pas de façon cyclique, c'est-à-dire que tous les jours du mois, de l'année, la fonction reproductrice de l'homme est identique et ses différents organes marchent de la même manière et font la même chose. Et l'appareil reproducteur de l'homme est fonctionnel durant toute sa vie, à partir de la puberté bien sûr, mais jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas d'arrêt net de la production de spermatozoïdes, bien que avec l'âge, l'homme en produise tout de même un peu moins. Et voilà pour la correction de cette activité 2. Bonne journée.